5 million years in the making. Jurassic Park. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je reviens sur un monument, sur le film peut-être d'une génération, Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg en 1993. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire le tour rapidement traditionnelle, critique positive et négative. Et je commencerai par une critique négative de positif. Sa rencontre du troisième type avec les dinosaures ne nous laissera guère plus de souvenirs qu'un bref passage dans le train fantôme. Télérama qui dira trucage incroyable, mais le scénario pas terrible justement, paresseux et tiré à la limite du bâclé. Et si je veux finir sur une note positive, Les Cahiers du cinéma, et oui, sans doute le meilleur film que Spielberg ait réalisé depuis longtemps. Alors pourquoi ils disent ça? Tout simplement parce que juste avant, Spielberg avait sorti Hook et Always. Alors non pas que je n'aime pas Hook, mais j'ai quand même beaucoup de réserves dessus. Always, c'est un petit film que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas vraiment été plébiscité ni par le public, ni par la critique. Et ça expliquerait un petit peu que lorsque Spielberg revient avec Jurassic Park, d'un seul coup, c'est le meilleur film qu'il ait jamais fait depuis très très longtemps. Bon. A Steven Spielberg film. Alors il faut savoir qu'après avoir terminé Hook, Steven Spielberg veut absolument réaliser la liste de Schindler, mais Sid Sheinberg, donc président d'une branche de la Universal, de la MCA, lui dit qu'il faut qu'il réalise Jurassic Park avant la liste de Schindler. Et cet élément a son importance parce que qui est Sid Sheinberg? C'est tout simplement la personne qui a permis un petit peu à Steven Spielberg d'exister. Bon, c'est un petit peu, je mets des guillemets évidemment, mais quand même Sid Sheinberg, c'est la personne, on va dire, qui a découvert Steven Spielberg et qui lui a permis de réaliser son premier chef-d'œuvre, à savoir Duel. Donc forcément, quand tu as un Sid Sheinberg que Spielberg a toujours considéré comme son mentor, quand il te dit bah non, faut que tu réalises d'abord le gros mastodonte de Jurassic Park avant la liste de Schindler, donc forcément il écoute et il exécute. Et aussi pour la petite anecdote, il faut savoir que Richard Attenborough, donc qui joue John Hammond dans le premier Jurassic Park, c'est Richard Attenborough qui est le réalisateur de Gandhi. Et Gandhi, c'est le film qui a raflé l'Oscar du meilleur film en 82 à la place d'E.T. Donc on peut dire que Steven Spielberg n'est absolument pas rancunier. An adventure. I can't get Jurassic Park back online. Alors donc je reviens sur ce qui a été énormément critiqué à l'époque de la sortie de Jurassic Park 1, à savoir le scénario. Moi j'ai vécu donc la sortie de Jurassic Park, je l'ai vu 3 fois au cinéma à la suite, puisqu'à l'époque on pouvait rester dans la salle, et je peux vous dire que les adultes critiquaient énormément le scénario, et les critiques aussi critiquaient énormément le scénario, et ce que j'ai toujours trouvé moi personnellement un petit peu injuste, parce que le scénario écrit par David Koepp est beaucoup plus riche à mon sens qu'il en a l'air. Tu as d'abord les personnages qui vont tous être plus ou moins opposés, et même au sein du même couple. Je pense évidemment à Sam Neill et Laura Dern, le professeur Grant. Donc déjà ça crée une première dynamique pour le scénario. C'est-à-dire que d'abord tu vas avoir le personnage du professeur Grant qui lui va être un peu vieux jeu, un peu conservateur, qui veut pas vraiment avancer dans sa vie personnelle parce qu'il n'aime pas vraiment les enfants, etc. À l'inverse de sa compagne. Tu vas avoir exposé d'une manière peut-être un petit peu naïve, mais bon, on est quand même dans du gros divertissement et aussi un petit peu dans un film Spielbergien, les vilains actionnaires contre les rêveurs excessifs qui dépensent sans compter. Tu as ce fabuleux personnage de John Hammond qui lui est un milliardaire qui va se comporter comme un enfant et qui va les entraîner dans cette aventure quasi cauchemardesque. Et puis un des personnages les plus intéressants, c'est évidemment le personnage de Ian Malcolm, ce fameux mathématicien adepte de la théorie du chaos, qui va un peu être l'empêcheur de tourner en rond, qui va être un peu le Yann Solo de la bande, avec sa veste en cuir, charmeur, blagueur, etc. Qui va donner encore plus de peps au film, qui va donner beaucoup plus d'humour, qui va servir aussi à relâcher un petit peu la tension à certains moments graves du film, et surtout ça va créer aussi pas mal d'opposition. Malcolm, moi je l'ai toujours identifié à deux choses. D'une part à Spielberg, mais je vais venir un petit peu après, et surtout au spectateur cynique qui va voir Jurassic Park en n'y croyant pas vraiment, en se disant tiens vas-y, comment il va me montrer un petit peu son histoire de dinosaure. Et Malcolm il est un petit peu comme ça, c'est-à-dire que il est obligé de croire à ce qu'il voit parce que Spielberg te montre absolument tout, te montre les créatures du parc, mais en même temps il a un côté totalement réfractaire à l'utilisation des modifications génétiques et surtout au fait de ne pas laisser aller la nature suivre son cours. C'est le spectateur cynique qui n'y croit pas vraiment à toute cette histoire, l'empêcheur de tourner en rond, et quelque part il n'aura pas tort.
Alors Spielberg, par contre, pour moi, il va se passer entre deux personnages. Il va s'identifier en même temps pour moi à Ian Malcolm et en même temps à John Hammond, le milliardaire. Il y a forcément une identification claire et nette par rapport à John Hammond parce que c'est un peu le milliardaire, c'est un peu l'excentrique, c'est le rêveur, c'est le gosse qui a une nouvelle invention et qui a envie de faire joujou avec. Et pour le coup, c'est le cas de Spielberg au moment où il fait Jurassic Park. Mais comme Spielberg, c'est un homme très intelligent et qui sait aussi se remettre en question, il va endosser aussi un petit peu le rôle de Ian Malcolm, c'est-à-dire l'homme qui va remettre en question les doux rêves de gosse de ce fameux milliardaire. Et il y a un plan très intéressant, c'est quand il filme en plan serré, dans la lumière, Ian Malcolm qui dit « Ce que vous appelez découverte, moi j'appelle ça viol de la nature ». Et il insiste vraiment sur Jeff Goldblum à ce moment-là, et c'est pas un hasard. On a l'impression que là, Spielberg délaisse le côté rêveur de faire joujou avec des dinosaures, et finalement qui va épouser la cause d'un Ian Malcolm. Non, franchement, l'utilisation de modifications, de vouloir recréer des choses qui n'existent plus depuis des millions d'années, c'est pas forcément terrible. The most phenomenal discovery of our time. How'd you do this? Becomes the greatest adventure of all time. Alors l'important dans Jurassic Park, c'est pas de te montrer des attractions qui dégénèrent, mais de te montrer des cobayes qui vont servir à la future ouverture d'un parc. Ça permet donc l'identification avec le spectateur, c'est-à-dire que tu n'es pas noyé dans une masse de visiteurs, par exemple comme dans le futur Jurassic World, où là on concrétise finalement le rêve de John Hammond, mais dans ce premier Jurassic Park, tu es en compagnie intime avec quelques visiteurs. Et donc du coup, toi en tant que spectateur, tu as vraiment l'impression d'être comme eux, c'est-à-dire les témoins privilégiés de ce futur parc. Tu as aussi ce fabuleux dessin animé interactif qui est à ce moment-là du film bien placé par Spielberg parce que il te permet de croire un petit peu à cette histoire, c'est-à-dire qu'il te faut bien une explication de comment ces dinosaures ont été recréés et en même temps, c'est un dessin animé qui servira aux futurs spectateurs du parc. Donc tu as encore cette volonté de la part de Spielberg de plonger le spectateur qui va voir le film, de s'identifier à un visiteur lambda du parc. Alors évidemment, on est chez Spielberg et il faut la dose de naïveté, il faut aussi la dose d'émerveillement. Et il y a une scène emblématique de ça, c'est la première scène où il découvre les brachiosaures. Là, tu es dans la pure tradition spielbergienne, très clairement, où tu as les travelling avant sur les visages, des plans très serrés, sur des visages totalement émerveillés, ils sont comme des enfants à voir ça, et toi-même en tant que spectateur, tu l'es aussi quand tu découvres le film. C'est appuyé évidemment aussi par la fabuleuse BO de John Williams, qui va aller à fond pour souligner cette sensation d'émerveillement. Cette scène, elle est limite orgasmique, du fait que déjà Spielberg croit à fond à ce qu'il filme. Pourtant, les dinosaures n'existent pas puisque les CGI seront inclus après dans le film, mais la façon dont il va diriger les acteurs, alors que les acteurs ne voient absolument rien, ils voient des X géants dans le ciel et Spielberg leur demande de croire à ce qu'ils voient, c'est aussi tout le talent du metteur en scène, c'est-à-dire d'arriver à faire croire à ces acteurs que ce qu'ils voient est vrai. Et cette séquence, elle est extrêmement jouissive parce que tu es exactement comme les visiteurs à ce moment-là. Tu es en orgasme total, tu n'arrives même pas à croire à ce que tu vois. Ça va être accentué par le fait que Laura Dern dit, même en bégaiement, vous avez un T-Rex et tout ça. Et puis tu as ce plan où John Hammond dit bienvenue à Jurassic Park et la musique de John Williams qui s'envole. Donc tout ça participe évidemment à la séquence purement Spielbergienne et des séquences cauchemardesques Spielbergiennes, évidemment, on va en avoir beaucoup après. Bienvenue à Jurassic Park. Alors aussi, une des grosses forces de Jurassic Park, c'est cette utilisation de l'animatronique et du CGI. Et c'est important parce que pour nous faire croire à l'existence de ces dinosaures, il ne peut pas se permettre, Spielberg, que de mettre des dinosaures en CGI, en images de synthèse et tout ça. Il faut absolument que ce soit palpable. Et évidemment, il va utiliser les animatroniques de Stan Winston et tout ça. Et notamment cette fabuleuse scène du Triceratops où on va humaniser presque un dinosaure, on te parle de ses symptômes, on te rend cette créature réellement palpable. Et ça, c'est important parce que tu es là à la suite d'une séquence où normalement tu aurais dû voir les dinosaures, le T-Rex et tout ça, mais les dinosaures ne sont pas sortis de leur enclos. Et d'ailleurs, une fabuleuse séquence avec un Jeff Goldblum qui s'adresse à la caméra dans la voiture et qui dit est-ce que vous avez des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Ça, c'est une sublime séquence parce que c'est vrai que pendant 10 minutes, tu vas suivre donc la visite des deux voitures comme ça en espérant voir les dinosaures et tu ne verras absolument rien. Donc, il y a un sentiment de frustration, évidemment, à ce moment-là. Spielberg va jouer avec ça. En gros, il y a presque un côté, je dirais, allez, masturbatoire entre guillemets, c'est-à-dire que je te montre pas les dinosaures tout de suite, je te fais attendre jusqu'au moment où tu vas les voir et là tu vas être en pleine jouissance absolue, surtout évidemment lors de la première scène quand le T-Rex va apparaître.
Alors puisqu'on en est là, évidemment, il faut parler de cette fameuse séquence du T-Rex absolument monumentale, une maîtrise de mise en scène jamais égalée. Moi, je connais le film par cœur et à chaque fois que je vois cette scène, je suis encore par terre. Un plan large, deux voitures, un dinosaure imposant, la pluie, la nuit et il n'en faut pas plus pour créer une des plus grosses scènes de monstres de l'histoire du cinéma. Et tout ça grâce à quoi? Grâce aussi à un suspense savamment distillé juste avant, avec des plans iconiques qui vont encore aussi rester dans l'histoire du cinéma. Je pense évidemment à la terre qui tremble, les deux verres d'eau, les plans serrés sur les visages en panique, l'utilisation du son qui a son importance, puisque dans cette séquence, Spielberg va oublier la musique de John Williams, ne va pas l'employer, et te met le son brut, le son ambiant. Et c'est exactement comme ça dans la vie. Dans la vie, tu vis une aventure, t'as pas une BO derrière. Tu n'as pas ce refuge en fait. Parce que la musique, dans des scènes de panique, dans des scènes, que ce soit dans des scènes romantiques, que ce soit dans des scènes d'horreur, de panique, sert un peu de refuge pour les spectateurs, c'est-à-dire un petit peu de distraction. Spielberg le sait et à ce moment-là ne va pas employer la musique de John Williams et va laisser le son brut, histoire de te plonger encore plus dans cette séquence archi cauchemardesque. Et puisqu'on parle de suspense, ça me fait vraiment penser par exemple à Hitchcock et Les Oiseaux, où dans ce film il n'emploie pas la musique de Bernard Herrmann, c'est-à-dire qu'il va employer Bernard Herrmann pour des sons d'oiseaux, pour des sons ambiants, etc. Mais il n'y aura pas à proprement dit de bande originale de film sur les oiseaux. Et c'est ce qui renforce le sentiment d'insécurité dans les oiseaux, le sentiment de peur aussi. Et Spielberg va exactement employer cette méthode purement hitchcockienne. Et puis quelque chose aussi qui va renforcer la peur dans cette séquence, c'est un détail, ça peut paraître totalement anodin, mais pour moi qui a son importance, c'est ces deux voitures avec le logo dessus. C'est-à-dire que depuis le début du film, tu as le fameux logo Jurassic Park que tu vois sur les affiches, qui va être en permanence recréé dans le film. À chaque fois, tu vois ce logo, Spielberg insiste énormément sur ce logo. Donc à ce moment-là, tu brises la frontière entre aller voir un film et vivre réellement une expérience à l'intérieur d'un film. Et le fait que pendant tout le film, Spielberg ait utilisé ces deux voitures dans lesquelles toi, tu vas te retrouver si un jour tu visites le parc, ça a son importance parce qu'il aurait pu très bien, par exemple, pendant tout le film, filmer les protagonistes arpentant le parc comme ça, utiliser des visiteurs tests, mais par exemple les mettre à pied sans ces voitures-là. Mais comme par hasard, on va utiliser les voitures. C'est-à-dire qu'on va utiliser tous les éléments d'immersion que toi-même tu vas utiliser si tu rentrais dans le parc. Donc il y a une double identification par rapport à toi qui regarde la séquence du film d'un air un petit peu extérieur, mais en même temps la volonté de te plonger, de te dire, voilà, si tu étais visiteur dans une de ces voitures, voilà ce qui t'arriverait si le T-Rex sortait. Et puis le fait de montrer ces deux voitures qui appartiennent au parc avec des horaires bien réglés, etc., avec toute une batterie de gadgets à l'intérieur, c'est en opposition avec le T-Rex qui, lui, normalement, n'obéit pas à des horaires stricts de parc, et d'ailleurs, ce sera dit dans le film, un T-Rex qui, normalement, doit être totalement en roue libre et dont la place n'est certainement pas dans un enclos. Alors après, il y a encore des plans iconiques, dont un qui sera repris dans Toy Story 2, ce plan du dinosaure dans le rétroviseur, qui est aussi un petit peu à sa manière une auto-citation de la part de Spielberg, puisque ça fait évidemment penser au film Duel. Pour ceux qui ne connaissent pas Duel, c'est l'histoire d'un gros camion sur une route américaine qui va poursuivre une petite voiture rouge. C'est un chef-d'œuvre absolu. Et pour ceux qui ont vu Duel, malheureusement je ne peux pas spoiler le film ici, il y a également une référence à un dinosaure, oui, dans Duel. Normalement, vous savez de quoi je parle, pour ceux qui l'ont vu. Alors dans Jurassic Park, il ne faut pas oublier qu'on est dans le merveilleux aussi quand même. Il y a évidemment ce cauchemar nocturne dans lequel Spielberg aime te plonger, il aime te faire peur, mais on est aussi des fois dans l'émerveillement. Donc on va utiliser évidemment toutes les séquences avec les enfants, les brachiosaures, avec une musique de John Williams à ce moment-là qui va s'adoucir et qui va te replonger un petit peu dans la pure innocence, dans l'émerveillement pur. Et on peut se dire qu'on est chez Spielberg et qu'il ne peut rien arriver aux enfants, si ce n'est par rapport à la dernière séquence, la fabuleuse scène de la cuisine, où là les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et la façon dont Spielberg te filme cette scène, on est en totale insécurité et limite on tremble pour les enfants. Parce qu'on a eu quand même des scènes juste avant où tout le monde se fait quasiment défoncer. Bon, sauf peut-être le couple de héros, pas Ian Malcolm et tout ça, mais on sent vraiment un danger qui plane sur tous les personnages. Et là, vu que les enfants ne sont plus avec les adultes, on a réellement un sentiment d'insécurité qui se dessine. Alors on aborde dans Jurassic Park la question du sexisme aussi, on est en 93, bon assez rapidement, je pense à la scène où Laura Dern dit on parlera de la question du sexisme après, quand John Hammond hésite en fait à l'envoyer un petit peu à l'abattoir dans le parc toute seule, et elle prend son courage à deux mains et elle dit oui on parlera du sexisme après. Donc on aborde aussi rapidement cette question d'un personnage féminin qui va se confronter aux dinosaures comme les autres quoi.
Alors il faut bien dire qu'il y a un avant et un après Jurassic Park qui est tombé en même temps, quasiment en même temps que Terminator 2. Ces deux films qui finalement ont amené une nouvelle manière de mettre des effets spéciaux à Hollywood très clairement. Alors c'est vrai qu'on va beaucoup penser surtout à Jurassic Park et c'est important de revenir là-dessus parce que Jurassic Park va marquer clairement une nouvelle manière de faire à Hollywood et on le voit encore maintenant. Sauf que tu as d'un côté des réalisateurs comme Cameron, comme Peter Jackson, comme Spielberg, comme Lucas qui ont su se servir de cette nouvelle technique de manière extrêmement intelligente, pertinente, et de l'autre, tu as beaucoup de réalisateurs qui, à mon sens, ne savent pas s'en servir. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais je pense évidemment aux frères Russo, je pense à des tas d'autres réalisateurs qui noient finalement leurs films dans une tonne de CGI pour finalement faire de l'épate, pour emballer leur film avec un super beau paquet cadeau, mais quand tu ouvres le paquet, au fond, il n'y a pas grand-chose dedans. Tout simplement parce que ce sont des réalisateurs qui n'ont pas compris que cette manière de faire doit servir avant tout l'histoire et les personnages, et non pas l'inverse. Ou Spielberg, quand il fait Jurassic Park, voire même la prélogue de Star Wars, on a d'abord une histoire, on a d'abord des personnages, et ensuite, pour concrétiser tout ça, on va se servir de cette technique-là, mais non pas l'inverse. Alors Jurassic Park coûte 65 millions de dollars et il va en rapporter 900 millions. Ce qui est évidemment le plus gros succès de cette année-là, c'est le plus gros succès de Spielberg. Et il faut quand même dire aussi qu'Universal croyait vraiment au potentiel du film. Il y avait une promo affolante, des produits dérivés absolument partout, des jouets, etc. Et c'est vrai qu'Universal savait pertinemment que Spielberg avait une mine d'or entre les mains. Bon, en même temps, ils n'ont pas choisi non plus n'importe quel réalisateur pour faire ce genre de film. Et Jurassic Park, c'est un film qui a su traverser les années, traverser les décennies. Jurassic Park, c'est un film dont on parle encore beaucoup maintenant, qui est non seulement culte, mais en plus c'est un film qui a marqué son époque. C'est pas pour moi forcément le meilleur film de Spielberg. Pour certains, oui, je sais que ça l'est. Pour moi, il a fait de bien meilleurs films, mais on va dire que c'est un de ses films, oui, les plus impressionnants. Mais pour autant, personnellement, je ne résumerai pas la carrière de Spielberg à Jurassic Park. Je le résumerai plus à des E.T., à des duels, voire même Les Dents de la Mer. Ça, c'est dans sa première période. Et après, seconde période, Schindler, Soldat Ryan et tous ces films-là, Minority Report. Mais ça, c'est une autre histoire et on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr. N'oubliez pas aussi de vous rendre sur le lien Utip pour soutenir la chaîne, c'est toujours très important. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!